Bonsoir amis internautes et bienvenue dans votre nouveau numéro du débat du jeudi. Aujourd'hui, au menu, nous aurons à parler de la République de Djibouti, ce beau pays situé sur la corne de l'Afrique. Et pour en débattre aujourd'hui, nous aurons avec nous Barakat, un acteur de la société civile djiboutienne, qui se trouve présentement dans la ville de Tajoura. Barakat, comment vas-tu? Très bien, merci. Comment se portent les habitants de Tajoura? Les habitants d'État de Jura se portent très bien. Barakat n'est pas seul. Nous avons avec nous aussi notre chef de la rédaction, James. James, comment vas-tu? Très bien. Bonjour Serge. Bonjour à notre cher invité Barkat. Bonjour à tous nos internautes et fans du débat du jeudi. Je vais très bien. Donc là, on va aller directement dans le débat qui nous réunit ce soir. Déjà, il faut, pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent, il faut savoir que le thème que nous aurons à traiter aujourd'hui parle de la République de Djibouti. Voilà, on va dire, ce beau petit poisson au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Donc, nous allons essayer de débattre un petit peu du poids de la Djibouti dans, on va dire, le Conseil des Nations. Et déjà, une question qui me vient comme ça à l'esprit pour Barkat. On a le président Ismaël Guelleh qui est au pouvoir. Comment il fait pour toujours demeurer, on va dire, rester toujours à son poste de président de la République? Ça dit qu'il n'y a pas d'opposant, il n'y a personne qui peut le remplacer? Déjà, le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, c'est-à-dire depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il a fait beaucoup de réformes sur divers domaines. Déjà, il a attaqué directement, dès son accession à la magistrature suprême, les grands sujets, c'est-à-dire la santé, l'éducation, et il a vraiment apporté beaucoup de réformes. Il ne faut pas oublier aussi la femme, le droit de la femme, le droit de l'homme, rendre la justice indépendante, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et puis également renouveler, reconstruire, réaménager un peu toutes les infrastructures, que ce soit portuaires, aériennes ou ferroviaires, parce que notre pays est un pays par lequel actuellement trafique un nombre important de marchandises vers les pays des régions, donc nos voisins, en premier l'Éthiopie. Le président Guelleh, ce qui fait aujourd'hui qu'il soit réclamé encore et encore par la nation djiboutienne, c'est son œuvre, c'est ce qu'il a accompli et c'est ce qu'il veut encore mettre en place, ou bien les grands projets qu'il a déjà entrepris ou qu'il veut encore continuer à mettre en place. Et puis aussi, c'est sa vision, bien sûr, qu'on est en train de suivre. C'est la raison pour laquelle le peuple djiboutien l'a toujours acclamé et c'est ce qui fait qu'il est toujours à la tête du pays. Ok, donc si je résume bien, tu veux nous faire comprendre que le président Ismaël Guelleh fait l'unanimité dans le cœur de tous les Djiboutiens, c'est bien ça? Exactement, oui. Ok. Et il y a une autre question aussi qui me vient comme ça à l'esprit. 22 ans au pouvoir, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Ce n'est pas trop, c'est peu. Déjà, nous sommes une république très jeune. 22 ans, c'est peu? Oui, c'est peu. Pourquoi? Parce que à chaque fin de mandat, nous, les Djiboutiens, ce n'est pas le nombre de mandats qui nous intéresse. C'est ce qui a été réalisé sur le terrain concrètement. Ce n'est pas les beaux discours qui nous intéressent, c'est les faits. Donc, le président Guelleh est un homme d'action. C'est un homme qui bosse pour le pays, qui est vraiment préoccupé, très occupé, excusez-moi, dans les grands sujets du pays. Donc, 22 ans, en 22 ans, qu'est-ce qui a été fait à Djibouti? Beaucoup de choses ont été réalisées et il reste encore beaucoup de choses à faire.
Parce que, tout d'abord, notre pays est géostratégiquement au milieu des pays qui sont en guerre. Je vais citer l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen. Et puis, le chef de l'État, c'est un peu le doyen politique, c'est un peu quelqu'un qui connaît très bien la région. Et sur le domaine aussi de la géopolitique, il est très présent dans les grands dossiers lorsqu'il s'agit surtout de la paix. Donc, il a participé à beaucoup de conférences. Il est toujours sollicité pour apporter son édifice, son savoir, pour mettre un peu son savoir sur le domaine de la paix, sur le domaine du retour de, de la sécurité et de la paix. Donc, c'est aussi une des grandes raisons qui fait que il n'y a pas un personnage à Djibouti aujourd'hui, dans l'opposition surtout, qui puisse mener à bon port notre pays. Donc, j'ai dit ça parce que le président a démontré maintes fois qu'il est vraiment un acteur principal dans la région concernant la question de la paix et de la sécurité, et qu'il est aussi ouvert à tout le reste du monde concernant l'échange économique. Donc, donc là, on comprend que ce que tu nous donnes un peu en résumé, c'est que le président, que ce soit sur l'échiquier national, il n'a pas de concurrent. Il est le seul à même de pouvoir envoyer, on va dire, la Djibouti à un stade de développement plus avancé. On va se retourner du côté de James pour voir un peu, lui en tant que, on va dire, analyste aussi politique, qu'est-ce qu'il en pense qu'est-ce qu'il pense de un petit peu de ce que tu as dit et puis de la faiblesse, on va dire, de l'opposition qui n'arrive pas à exister réellement en Djibouti. Merci Serge, merci pour m'avoir aussi humblement donné la parole. Je crois déjà que je prends garde quand même de dire que l'opposition peut-être se trouve aujourd'hui dans un piège infernal comme dans d'autres pays. Dans un pays où l'opposition n'a pas des marges de manœuvre, il lui est impossible de s'imposer sur l'échiquier national et convaincre les populations. Dit peut-être que 22 ans au pouvoir, c'est pas trop, sans blesser Barkat, notre cher invité, je crois que c'est un peu de l'aberration. 22 ans, c'est-à-dire un enfant qui était né à son premier mandat a déjà 22 ans, qui a fini peut-être l'université et se retrouve dans les 70% de chômeurs déclarés par les statistiques de la Banque mondiale, c'est-à-dire 70% des chômeurs dans la population active. Donc, dire aussi que ça me pousse déjà à contredire ce que dit Barkat, que 70% de chômage dans la société et dans la population active est contraire à ce que vient de nous livrer notre invité, que le président a beaucoup travaillé. Les jeunes cherchent de l'emploi. Là, il y a des concurrents. Il y a des concurrents, mais les concurrents ne sont pas de taille parce qu'ils n'ont pas simplement des marges de manœuvre. Le pouvoir est monopolisé et je crois un peu que c'est la même situation que vivent certains autres pays africains. OK, donc là, on t'a entendu. Bakat, est-ce que tu voulais rebondir sur ce qu'il a dit? Oui, bien sûr. J'aimerais tout d'abord préciser une chose. Moi, je ne suis pas un homme politique. Donc, je dis ça parce que je ne suis pas là pour défendre la coalition ou, si vous voulez, les partis politiques qui est en pouvoir ou la personne du président Guelleh. Mais je fais partie de cette jeunesse qui croit en l'avenir du pays, qui croit au chef de l'État. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vivons au jour le jour le développement, l'avancée que fait notre pays sous le leadership du président Guelleh. Mais concernant aussi pour la question du chômage, le chômage, c'est un phénomène qui touche aujourd'hui
toutes les grandes puissances mondiales, ce n'est pas qu'à Djibouti. Mais à Djibouti… Je m'excuse, je ne voulais pas trop, c'est pas que je voulais t'interrompre, mais pour parler même de cette question qui touche tout le monde. Mais est-ce que tu penses pour une population qui n'atteint même pas le million d'habitants, est-ce qu'ils doivent avoir aussi les mêmes difficultés que les personnes qui ont plus de, voilà, des milliers des millions d'habitants chez eux? Parce qu'à ça ce dépend de la constat, richesse. la population djiboutienne n'est pas aussi énorme pour être gérée. Est-ce que aussi Oui, ce chômage n'est pas causé par, on va dire, tous ces différents vols qu'il y a au niveau du sommet de l'État, tout ça? exactement. Ça dépend aussi de la richesse du pays. Donc, Djibouti ne produit absolument rien du tout. Et puis, nous n'avons pas également les richesses naturelles comme les minéraux, comme les diamants, l'or, le pétrole et tout ça. La seule richesse de Djibouti, c'est son emplacement, c'est-à-dire sa géostratégique. Elle est géostratégiquement bien placée. Et puis, les poumons économiques de notre pays, c'est tout simplement le port. Et aujourd'hui, le mandat qui vient de terminer, les 5 ans qui vient de terminer, le président de la République a beaucoup développé les infrastructures portuaires. On avait on n'avait qu'un seul port déjà lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et puis aujourd'hui, on en a depuis les 5 années qui viennent de passer, on a presque 5 ports qui sont chacun spécialisés dans leur domaine défini. Donc, c'est pour vous dire que le chômage est en baisse à Djibouti. Et puis aussi, actuellement, depuis maintenant quelques semaines, il y avait déjà 5000 jeunes qui ont été embauchés. Ce n'est pas une promesse de Oui, campagne, oui, ça? non. Moi, je vous parle en fait de ce qui est en train de se passer. Il y a des mouvements, les choses bougent. Baka t'a parlé un petit peu de l'emplacement de la Djibouti, qui est un endroit stratégique et autres. On peut le comprendre par la présence des différentes bases militaires sur son territoire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est déjà une bonne idée d'avoir des bases étrangères sur son sol? OK, merci beaucoup. Déjà, oui, il a bien fait de souligner ce point-là qui permet quand même à la République djiboutienne de profiter de beaucoup d'avantages. Avant de débaucher le côté militaire, moi, je voulais juste préciser qu'au moins, cette position, cette disposition stratégique qui est naturelle pour la République de Djibouti permet quand même à cette petite nation-là d'engranger au moins 82, le port dont Barkat parlait, par exemple, le port a permis d'engranger près de 82% du PIB de la République de Djibouti. Donc, le port aujourd'hui utilisé surtout par le pays enclavé qu'est l'Éthiopie. Donc, c'est quand même une source de richesse. Mais est-ce que la question que moi je me pose, elle est peut-être trop journalistique. Est-ce que cette richesse-là est utilisée à bon escient? C'est ce que moi je me pose. Il ne faut pas vanter les différents ports qui ramènent de l'argent, mais que l'argent ne sert pas au peuple. Du fait que le port ou les différents ports mentionnés par Barkat rapportent économiquement pour la République de Djibouti, il y a aussi le rôle que joue un rôle économique que jouent les bases militaires dont parlait Tchabio Serge tantôt, pardon. Alors, ces bases militaires en 2017, par exemple, ont rapporté près de 128 millions d'euros, soit 3% du PIB du pays. Donc, si nous devons toujours parler du fait que la République de Djibouti n'a pas de richesse naturelle et autres, mais quand même, 128 millions d'euros pouvaient quand même compenser quelque chose, c'est-à-dire un manquant ou pouvait contribuer à l'émergence. Donc, il se pose un autre problème. Donc, les bases militaires économiquement rapportent, mais stratégiquement, si la Chine, la France, qui a sa première base, la première base française dans le monde, c'était en République de Djibouti. Donc, la France, les États-Unis, je vais dire Japon, l'Italie et autres,
se sont installés. C'est pour des enjeux vraiment stratégiques. On peut nous parler de la surveillance dans la mer, par exemple la voie de la soie que protège la Chine pour le transport des marchandises. Donc, si derrière cette présence militaire, il n'y a pas d'autre intérêt et que c'est juste sécuritaire pour Djibouti, tant mieux. Mais l'opinion lambda se demande, mais qu'est-ce que ces étrangers ont à fouiner dans nos mers? C'est ça la question du Djiboutien lambda. Le Djiboutien lambda ne peut pas comprendre, puisque aujourd'hui nous sommes dans un monde où les grandes puissances aussi ne nous disent pas trop la vérité. C'est normal que l'opinion lambda se demande qu'est-ce que les bases militaires étrangères cherchent dans nos mers. Et je crois que Barkat, en tant que Djiboutien, est mieux placé pour répondre à cette question. C'est comme une question que je retourne à Barkat. Oui, effectivement. La présence militaire étrangère à Djibouti, il joue un rôle très important, pas pour la sécurité de notre pays, mais pour sécuriser le 30% des trafics, c'est-à-dire le 30% des marchandises qui passent par le Bab el-Mandab. Et puis aussi, comme vous le savez, depuis 2005, il y a eu vraiment une montée en puissance des pirates somaliens qui étaient bien équipés et également aussi qui se sont enrichis en prenant en otage des bateaux, en prenant en otage l'équipage des bateaux et puis en demandant en contrepartie des rançons. Et grâce à ces rançons, ils se sont bien équipés en armement et ils commençaient à devenir une puissance. C'est ce qui a obligé toutes les grandes puissances militaires de venir s'installer en Afrique, surtout en Afrique de l'Est. Pourquoi ne pas former, on va dire, des Djiboutiens pour pouvoir, en quelque sorte, sécuriser tous ces différents trafics dont tu parles, au lieu de laisser place à des bases militaires venir s'installer directement dans votre territoire? Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut jouer sur, on va dire, l'autonomie même de ce pays de se prendre en charge? Oui, donc déjà, bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer depuis maintenant beaucoup d'années. Il y a la Marine nationale, il y a les gardes-côtes qui sont formés et puis équipés par les grandes puissances qui opèrent à Djibouti. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les bases militaires ou bien les grandes puissances qui sécurisent le Bab el-Mandab peuvent laisser le relais aux Djiboutiens, c'est-à-dire à la marine et la garde-côte, de reprendre donc c'est la mission, c'est pourquoi ils étaient là. Mais au-delà aussi de la sécurité maritime, il ne faut pas oublier que tous les pays de la région aujourd'hui, que ce soit l'Éthiopie qui actuellement est en guerre avec elle-même, il y a la Somalie où il y a aussi également les terroristes et Shabab, vous avez le Yémen qui est en guerre actuellement, et puis Djibouti accueille un nombre très important des réfugiés qui fuient la guerre. Donc, actuellement, toutes ces bases militaires que vous avez qui opèrent à Djibouti jouent aussi également un rôle très important dans le retour de calme et de sécurité dans ces pays-là. Donc, on espère en tout cas que viendra le jour où les Djiboutiens seront vraiment très indépendants en termes de sécurité, surtout sur la mer. OK. On va aller sur un autre volet. Et là, je parle à James. En février dernier, pour être précis, le 10 février 2021, on a eu le président djiboutien qui s'est rendu en France, où il a rencontré Macron, le président français, avec qui il y a eu l'échange. On sait très bien que la France est très, très pointue en griffe de tous ces présidents-là qui ont une longévité au pouvoir. Donc, pourquoi ce silence
sur, on va dire, le pouvoir de Ismaël Guelleh. Concernant la visite du président Ismaël Guelleh en France, une situation effectivement qui a fait défrayer les chroniques. Ça a vraiment jazzé sur Internet, dans la presse internationale comme locale. C'est une situation vraiment qui a laissé beaucoup de personnes très, très perplexes, dans cette mesure où la France est un pays très regardant sur les droits de l'homme. Il y avait déjà eu une situation similaire concernant la visite du président Al-Sisi, qui aussi a fait jaser, mais comme Barkat a su le dire aussi tantôt, il y a les intérêts qui sont vraiment protégés et Macron, c'est un pionnier de la protection des Pas pour te couper, mais est-ce que tu penses que c'est ce qui fait que Ismaël Guelleh est toujours au pouvoir? Du fait qu'il protège les intérêts français, donc du coup, il est l'ami de la France, on ne peut pas le mettre dehors. Je crois que l'accumulation des événements de ces dernières décennies peuvent nous faire croire cela parce que tant que le président en place arrange nos intérêts, il n'y a pas d'intérêt pour nous. Je m'excuse de la tautologie, mais c'est comme ça que je peux le dire. Il n'y a pas d'intérêt pour nous à le faire partie. Il faut le soutenir par tous les moyens, surtout dans le cas de la République de Djibouti. Démocratiquement, on peut le soutenir. Mais il n'y a pas encore un acte très explicite qui prouve que c'est la France qui garde le président en place. Mais les actes sous-entendus peuvent nous conduire à croire cela parce que la France, elle se bat toujours pour ses intérêts. Et comme je l'ai dit, le président Macron est un symbole même de lutte pour les intérêts de la France. Et comme je vous l'ai dit tantôt aussi, la plus grande base militaire française dans le monde depuis 1977 est installée en République de Djibouti. C'est la plus grande base militaire, je le précise, française dans le monde. Donc, la France je peux conclure par syllogisme peut-être que si la France a un homme de main qui lui permet toujours d'avoir sa base militaire en toute sécurité sans contestation de la population et des situations et des citoyens qui sont de plus en plus éveillés, alors la France pourrait tout faire pour maintenir le président. Encore que rien ne l'a prouvé, mais c'est ce que cela sous-entend. On entame la dernière partie du débat. En tant que membre de la société civile, voilà, qu'est-ce que le peuple djiboutien aspire, on va dire, comme changement pour un Djibouti, on va dire, radieux, émergent? Un Djibouti émergent, oui, ça c'est le terme qui convient bien aujourd'hui de la situation de notre pays. La jeunesse, elle souhaite tout simplement continuer sur la même voie, c'est-à-dire sous le leadership du président Guelleh. En conclusion, je veux juste tout d'abord vous remercier de m'avoir invité. Donc, j'ai vraiment pris un grand plaisir de pouvoir vous faire part un peu de l'actualité ici dans notre pays. Merci à toi. Et James, ton mot de fin pour conclure l'émission? Merci beaucoup. Merci à Barkat et surtout aux différentes questions que tu as posées, Serge. Déjà, moi, j'aimerais juste dire très simplement qu'au-delà des subterfuges qu'on étale aujourd'hui pour justifier l'éternité des chefs d'État au pouvoir, la jeunesse aspire vraiment à un changement déjà depuis la racine, parce qu'il ne sert à rien de couper les feuilles pourries d'un arbre et laisser ses racines vivantes. Merci alors à vous d'avoir participé à ce nouveau numéro du Débat Jeudi. Et on voudrait remercier aussi tous nos internautes qui nous suivent. N'oubliez pas de partager et liker tous nos différents contenus. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission.